Bonjour, nous sommes très heureux, Agnès Renard et moi, de recevoir aujourd'hui le professeur Guy Valencien. Agnès Renard, qui m'avait suggéré cette invitation, a parlé de vous comme un homme hors du commun, un chirurgien, médecin, professeur. Alors, en quoi est-il hors du commun ? Eh bien, Guy Valencien, il est d'abord l'ex-chef du département d'urologie de l'Institut mutualiste Montsouris, mais il est aussi évidemment chirurgien, patron, scientifique et même politique sans être politicien, je dirais. Donc, on a la chance aujourd'hui de pouvoir échanger avec nos téléspectateurs et Guy Valencien autour de sa vision de la santé. Donc, la santé, Guy, vit une révolution. La période actuelle, avant ou après Covid, peu importe, se caractérise par le nombre et la diversité des innovations dans le domaine de la santé qui peuvent non seulement bouleverser la vie des patients, mais aussi l'organisation et le coût des traitements en général. Donc, première question, quel est votre point de vue en mai 2021 sur l'avenir de notre système de santé et des systèmes de santé ? Alors je dirais que sur l'avenir du système de santé français, il y a beaucoup de choses à revoir. On a considéré pendant longtemps comme le meilleur système du monde. Ce n'est plus vrai. Bien sûr que nous sommes assurés, bien sûr que nous payons relativement peu cher, même si nous avons des cotisations annuelles. Mais notre système doit se bouger. Il est dispendieux. Je prends un exemple. L'OCDE nous dit qu'il y a 20% de dépenses inutiles. Et je le constatais toujours en consultation, en voyant le nombre d'examens dont on n'avait rien à faire, que ce soit d'imagerie ou de biologie, par exemple, ou même d'intervention, d'actes opératoires éventuellement. Et si on regarde sur les 200 milliards que nous dépensons en biens de consommation, 20%, ça fait 40 milliards. Avec cet argent-là, on peut faire beaucoup mieux. Donc on n'a pas besoin d'injecter plus dans le système, on a besoin d'évaluer la qualité et la pertinence des actes qui y sont réalisés pour mieux répartir les sommes qui sont prises sur les entreprises et sur les particuliers. Comment se fait-il que, justement, en France, dans de nombreux domaines, et la santé que vous venez de citer, les réformes sont impossibles ? Alors parce que, vous savez, comme toujours, ce pays ne s'est pas réformé. Ce pays fait des révolutions, il est incapable d'évoluer au fur et à mesure du temps. Les anglo-saxons savent le faire. Les Anglais ont toujours évolué dans leur constitution progressive. Les Américains sont toujours avec la même constitution depuis la naissance de l'Amérique, quitte à ce qu'il y ait quelques amendements. Nous, on en est à la 5e constitution et peut-être demain la 6e. Donc, nous ne savons pas évoluer. Il nous faut des grandes batailles. On se crispe et tout d'un coup, on explose. Nous sommes du reste à un moment qui m'apparaît dangereux en ce moment. Je suis assez inquiet de ce qui se passe dans ce pays, avec des fractures multiples. Et il va falloir redonner un cap à la France pour la pousser vers une Europe que je souhaite de plus en plus intégrée. Nous ne pouvons pas rester à 67 millions de Français dans notre coin, à 85 millions, 83 millions d'Allemands, et il faut être à 450 millions d'Européens. C'est le minimum pour faire contrepoids aux deux grands pôles qui sont l'Amérique du Nord et les États-Unis et la Chine. Et demain, j'espère l'Afrique qui est en pleine explosion, en pleine croissance, en plein développement, qui sera le continent peut-être de la fin du XXIe siècle, comme l'a été la Chine. Moi, j'ai connu la Chine depuis 40 ans, j'y vais tous les 10 ans. 40 ans, le changement a été colossal. Comme l'a été le changement aux États-Unis entre la guerre de sécession en 1865 et 1900-1910, où le pays a complètement explosé. Donc voilà un petit peu ce que je pense des choses. Alors justement, qu'est-ce que pourrait être cette santé au niveau européen et qu'est-ce que pourrait être la santé au niveau mondial après le Covid ? Alors, les deux niveaux sont importants. Au niveau européen, il nous faut être en intégration bien plus forte. J'ai toujours milité, je l'avais dit lors d'un congrès que j'avais organisé, qu'il fallait un GIGN, un groupe d'intervention nationale de la gendarmerie, mais là, un GIGN sanitaire, avec 300 personnes, des spécialistes dévolus pour informer le politique en se déplaçant sur les lieux des sinistres, que ce soit des irradiations nucléaires, que ce soit des accidents agroalimentaires. On a connu l'histoire du brocoli espagnol qui était en fait allemand, la vache folle, enfin d'autres crises, les crises industrielles, les gros accidents industriels. Et là, il faut donc ce groupe de grands spécialistes qui vont sur les lieux et qui indiquent aux politiques quoi faire. Et dans la minute. Donc ça, c'est une urgence. Alors l'Europe est en train de s'en charger. Elle crée l'ERA, qui est un organisme qui devrait s'occuper justement de la Health Emergency
Rescue, ça c'est important. Et je pense que voilà une des prérogatives que devrait avoir l'Europe, ça ne peut plus être national. Sur le plan mondial, il faut revoir l'OMS. L'OMS est une machine qui n'a plus aucun pouvoir. En fait, la Chine y fait ce qu'elle veut. Elle a 77 pays obligés qu'elle finance et qui votent pour elle. Les États-Unis se sont retirés puis ils reviennent maigrement. C'est une catastrophe. Il faut que, comme il est proposé, que l'OMS devienne quasiment un peu comme l'ONU, hein, avec un centre de décision à quelques pays, avec groupant tous les autres. Enfin bref, il y a toute une réforme structurelle et financière à faire pour que l'OMS devienne enfin un vrai bras armé, notamment dans les pandémies comme on le vit aujourd'hui. Comment se fait-il que la France n'ait pas de vaccin ? Ah, c'est le drame. C'est là où je constate une perte qui me désole. Je sais que, en ce qui concerne Pasteur, l'une des raisons indicibles, mais je la dis quand même, est que les deux chefs d'équipe qui s'en occupaient se sont engueulés et ça n'a pas marché, typiquement français. Donc voilà. Et quant à Sanofi, bon, il y a eu du retard. Sanofi va développer son vaccin à la fin de l'année ou l'an prochain. On y arrivera. Mais Pasteur, le pays de Pasteur, et l'Institut Pasteur qui n'est pas capable de développer un vaccin, c'est un signe pour moi de gravité de l'état de déliquescence de notre recherche. Les meilleurs s'en vont parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils n'ont pas les moyens suffisants. Donc nous formons des petits gamins très bien faits parce que nous avons l'esprit cartésien et tout ça s'en va aux États-Unis ensuite où on leur offre des ponts d'or, des laboratoires nickel pour faire leur boulot. Donc il faut revoir et rapatrier tout ce qui peut l'être pour pouvoir développer à nouveau, mais avec l'Europe. France-Allemagne notamment ensemble. Alors, la santé, les innovations coulent à flot. Vous êtes un grand spécialiste des innovations en santé. Est-ce qu'on peut changer tous les organes? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En théorie, oui, bien sûr. On peut les changer, c'est-à-dire qu'on peut les transplanter à partir d'un autre individu, d'un autre homme ou d'une autre femme. On peut même utiliser, on est en train, des équipes travaillent sur des chimères animales, où on modifierait les animaux avec des gènes humains pour pouvoir les rendre compatibles. Pourquoi pas? Prendre un rein de porc qu'on pourrait modifier, pourquoi pas? Et puis oui, il n'y a pas de limite à la réparation, hein, en termes d'organes, à la réparation d'organes défaillants, en évitant au maximum les conséquences immunologiques du rejet. Donc en ayant des organes de plus en plus appariés à la personne. On progresse là-dessus? Oui, on travaille, bien sûr, ça travaille là-dessus. Ouais. On y arrivera, ça, de plus en plus, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des risques, je veux dire, à partir du moment où les manipulations génétiques se répandent et deviennent de plus en plus fréquentes, est-ce qu'il n'y a pas des risques pour l'intégrité de l'être humain? Ah, il y a des risques énormes. On voit bien des équipes, notamment dans un pays comme la Chine, où il y a des choses qui se passent assez particulières. Il y a eu toute une affaire récemment où un chercheur a été condamné, même en Chine, pour avoir développé des embryons transgéniques, en termes de prévention éventuelle d'un sida qu'avait le père, enfin des trucs de fou. Je sais qu'à Schengen, on a séquencé des centaines de petits gamins à QI de plus de 130 pour voir ce qui se passe, et probablement faire des petits Chinois à QI de 170 demain. Donc là, on rentre dans la mécanisation du corps qui est une catastrophe. Et je suis de ceux qui militent pour la création d'une COP, d'une Conference of Parties, digitale et génomique, où le monde entier se retrouve de civilisations différentes, car nous ne sommes pas les seuls, il n'y a pas d'universalité, nous avons une vision judéo-chrétienne des choses, les Chinois en ont une autre, les Indiens encore une autre, c'est tout à fait passionnant, se retrouver pour se dire jusqu'où peut-on aller dans la réparation, mais non pas dans l'amélioration. Parce que l'amélioration, c'est un côté quantitatif. Vous voyez. Ouais. Améliorer sa cognition, améliorer sa mémoire, ça n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est la profondeur d'être. Vous pouvez avoir des gens qui ne sont pas forcément avec un QI de 200, mais qui sont des amours totaux et qui sont indispensables. Donc attention, c'est le gros danger, c'est l'immense menace de demain. Ouais. Et est-ce que ça vaut la peine de réparer un organe si l'existence de la personne est défectueuse? Autrement dit, jusqu'où peut-on aller si on a perdu son autonomie? C'est tout le problème alors là, on pose jusqu'au bout tout le problème de la fin de vie. Est-ce qu'il faut aller traiter jusqu'au bout des personnes dont on sait qu'on ne pourra pas leur rendre les capacités, notamment les capacités cognitives? Parce qu'on peut avoir un corps totalement détruit,
mais d'une brillance et d'une empathie folle. Donc, ce qui compte, c'est que le cerveau continue à tourner. Et quand on voit que le cerveau ne tourne plus, ça pose un vrai problème. Je suis de ceux qui considèrent que les EHPAD, les établissements où on parque nos petits anciens sont en général une catastrophe parce que ils sont entre eux. Vous rentrez là-dedans, 6 mois, vous mourrez. On a besoin d'être dans l'électricité du monde. Et donc, il faut être avec les jeunes, il faut être dans la ville. Les EHPAD doivent être au centre-ville. Hein, et les hôpitaux à la campagne, et on fait le contraire. Et donc, il faut absolument garder le maximum de lucidité, d'excitation neuronale pour être même tout décati. Donc attention à cela, et je suis de ceux qui militent pour que l'on puisse mourir chez soi le jour où on le décide. C'est notre seule liberté, si on regarde. On ne choisit pas de naître. Dans notre vie, on a quelques décisions que l'on prend, plus ou moins instrumentalisées. Mais la seule vraie, c'est aujourd'hui j'arrête parce que je pense que j'ai fait mon temps. Et ça devrait être autorisé. En France, ça ne l'est pas. Dans un certain nombre de pays européens et autres, ça l'est et j'en suis très heureux. Une mort accompagnée chez soi avec ceux et celles qu'on aime. Et quel est le système que vous préférez? Le belge, le suisse? Moi, je ne suis pas dans le texte, je dis simplement que je demande à ce qu'on me donne des drogues ou que je les prenne moi-même, qui me permettent de partir en m'endormant, entouré des miens, c'est tout ce que je souhaite. Et je pense que dans le calme d'une vie accomplie, hein, c'est vraiment... Nous sommes dans une vision très chrétienne de la mort, avec un Christ flagellé, auquel on met une couronne d'épines, on lui fait porter sa croix, il tombe 3 fois pour monter au Golgotha, il est crucifié entre deux voleurs. C'est terrifiant, c'est une vision horrible de la mort qu'on colporte. Alors que c'est un phénomène, pardonnez-moi d'être peut-être trivial, mais nous sommes faits d'à peu près entre 10 et 30 000 milliards de cellules, qui sont micrométriques, chaque cellule. Mais chaque cellule possède elle-même, en moyenne, 4 milliards d'atomes. Et la mort est un phénomène, la mort physique, c'est pas l'arrêt cardiaque, c'est un phénomène beaucoup plus lent, qui se déroule en jours, en semaines et en mois. Et nos atomes repartent. Ils repartent dans la nature. Peut-être que j'ai des atomes de Mandela ou de Mère Teresa ou de Staline et de Pol Pot, je n'en sais rien. Ou d'un dinosaure ou d'un brontosaure, vous aussi. C'est ça qui est fabuleux, c'est que nous ne sommes que des événements temporels qui naissons, croissons et décroissons et mourront. Et le reste, et nous repartons, nos molécules sont utilisées à d'autres. Donc la vie perdure, même à travers la mort. Donc je suis là-dessus, je dis, la mort est une semeuse de vie. Donc il faut le voir de façon positive. Il faudrait peut-être apprendre, je ne sais pas à partir de quel âge, aux gens à mourir. Comment réfléchir à cette question? Parce qu'il y a aussi des questions matérielles absolument ignobles, des héritiers qui attendent. Et si vous êtes déprimé, ils vous inciteront à boire le cocktail fatal. Alors, vous avez, il y a des garde-fous, bien évidemment, à avoir, de façon à éviter ce genre de drame d'héritiers qui n'en ont rien à faire de l'aïeul et qui le poussent à mourir, mais on a des directives anticipées. Moi, j'ai écrit à mes enfants. Je leur ai écrit déjà. Justement, tout bêtement. Parlons de ces directives anticipées, parce que il y a donc, on dit, votre point de vue, c'est, faisons la distinction entre la fin de vie des gens apparemment en bonne santé de celles qui souffrent d'une maladie incurable. Aujourd'hui, il y a eu de récentes lois qui ont permis un certain nombre de progrès. C'est d'abord, première question, est-ce que d'après vous, ce sont des avances qui sont significatives? Et ces directives anticipées, est-ce qu'elles sont suffisantes ou est-ce qu'il faut aller plus loin et comment y aller? Alors en France, non, elles ne sont pas suffisantes. La loi néonétique, certains disent elle est suffisante, on peut tout faire avec. Non, il faut avoir la liberté de partir. Et donc ça, on peut l'écrire, quitte à le changer si tout d'un coup on pense autrement. Une directive, on l'écrit, mais on peut la modifier. Et c'est quand même très important, parce que il faut partir quand on est encore bien. À partir du moment où vous commencez à décliner neurologiquement, vous n'êtes parfois plus capable exactement de décider. Et c'est là où on a le pire de ceux qui veulent vous prendre votre magot et qui font tout ce qu'ils peuvent. Mais il faut le faire en pleine connaissance des choses, comme certains l'ont fait ou certaines l'ont fait récemment. Ce qui a un peu défrayé la chronique, je trouve ça très beau, très beau. Mais comment faire quand on a perdu ses fonctions cognitives, par exemple, ou lorsqu'on souffre trop? En fait, quelle est la bonne manière d'accompagner ces personnes qui... si c'est indiqué, si on l'a indiqué auparavant, il n'y a aucune raison, et que les enfants sont prévenus,
Il n'y a aucune raison. Donc là, véritablement, moi, je ne suis pas inquiet de ça. C'est toujours ce qu'on met en avant, de dire attention, vous allez voir, tout le monde va se foncer sur. Il ne faut pas charrier. Les familles ne sont pas comme ça en majorité quand même. Donc oui, que l'on fasse attention, qu'il y ait dans la loi nouvelle des garde-fous, mais qu'on laisse les gens partir. C'est quand même. Je pense que c'est la valeur d'une société. Voilà. Est-ce que dans votre expérience de la mort, vous avez eu quand même des exemples qui ont montré qu'il y avait des limites difficilement compréhensibles? J'ai vu des limites inverses. Des familles pauvres qui me disaient ne le détubez pas tout de suite parce qu'on est le 28 du mois et si c'est le 31, on aura reçu les 1500 € de retraite. On a ça aussi. Vous avez les deux. Gardez-le le plus longtemps possible parce que ça paye les retraites que nous on touche après. Et là, donc c'est compliqué. Mais bon, c'est des affaires de travail avec la famille, on voit bien qui est qui. Et ça se discute, ça ne se décide pas comme ça sur un coin de table. Mais je pense que c'est quand même la force et de pouvoir être libre. Il y a des personnes à l'agonie, il y a des personnes à l'agonie qui renaissent à la vie et qui finalement changent. Oui, alors c'est vrai que la frontière peut être poreuse parfois, mais enfin, il y a quand même peu de cas en France, on sait mieux. Il y a des pays où il y a des gens qui ont été enterrés vivants quasiment et qui, au moment de l'enterrement, se sont retrouvés à hurler. Il y a des comas ou des pertes de connaissances qui sont surprenantes, mais ce sont des cas exceptionnels. Alors le mot la mort fait peur, c'est un sujet tabou dont on ne parle pas, à tort d'ailleurs, puisque vous nous démontrez l'inverse. En fait, il faudrait pouvoir aborder ça lorsque on est en bonne santé. Peut-être qu'il faut aussi changer les mots. Le mot euthanasie, ça fait peur. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux appeler ça interruption volontaire de vie, par exemple? Oui, pourquoi pas, mais le mot euthanasie, bonne. Et euthanasie, la douleur, la souffrance, la mort. Donc la bonne mort, c'est un très beau mot en fait. Bon, alors effectivement, euthanasie, on voit toutes les dérives qui ont eu lieu. Et voilà, on sait ce qui s'est passé dans ce XXe siècle terrifiant de désarroi, de détresse, de tout ce qu'on peut imaginer. Je crois que c'était le siècle le pire. Contrairement à ce qu'on peut dire, et que effectivement, c'est bon. Pourquoi pas? Je suis preneur, j'accepte ce mot-là. Interruption volontaire de vie. Oui. Enfin, personne n'apprend le grec maintenant, donc oui, c'est vrai. Tout à fait. Il faut exactement. expliquer Interruption volontaire de vie, c'est joli. Alors j'aimerais que vous expliquiez à nos téléspectateurs, parce que tout ce que nous venons d'aborder, il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre espérance de vie et longévité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, l'espérance de vie, c'est à la fois les personnes âgées et les bébés, et puis la longévité, jusqu'à maintenant, je crois qu'on ne peut pas la repousser en réalité. Non, alors effectivement, l'espérance de vie, nous gagnons en ce moment en espérance de vie. Parce que nous avons, enfin tout du moins en France, nous avons réduit considérablement la mortalité néonatale, à la fois des femmes et des bébés. La mortalité infantile, un enfant sur deux au XVIIe siècle mourait avant 5 ans, 1 sur 2. La famille Bach, 20 enfants, 10 morts. La famille Schubert, 13 enfants, il en reste 5, dont Franz. C'était terrifiant, les familles. Et donc, on est programmé, semble-t-il, génétiquement pour à peu près 120 ans, ce qui est arrivé à Jeanne Calment, notre championne de vie. Et on voit de plus en plus des gens âgés atteindre 100 ans, 105 ans, 110 ans, c'est vrai. Et on en aura de plus en plus dans des formes de plus en plus en forme. C'est très bien. Moi, il n'y a pas de problème. Donc, la longévité a sa limite. Et moi, je ne souhaite pas qu'on l'augmente parce que, pourquoi faire? Aller à l'immortalité comme le prônent les transhumanistes, ça n'a aucun intérêt. La vie n'aurait plus de sel. La vie, ce sont des choix en permanence. Si je peux tout faire, je vais m'emmerder. J'aurais plus à choisir. C'est la chanson, vous savez. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Bon, si on peut tout faire, il n'y a plus de sel de la vie. C'est pas la peine de vivre puisqu'on peut tout faire. Donc il faut qu'on ait un temps limité dans lequel on choisisse un peu les axes que l'on veut développer. Et c'est ça qui fait tout le sens de la vie. Donc moi, je ne souhaite pas du tout qu'on augmente de façon génétique notre durée de vie en allant manipuler les télomères et tout ce qu'on peut faire, tout ce à quoi on pense. Il faudra, je pense, l'interdire. Ça n'a aucun sens. En revanche, améliorer nos relations humaines dans plus d'empathie, de partage, ça oui,
C'est le vrai combat, c'est le vrai débat qu'il faut porter dans le monde entier, tout à fait. Mais sinon, non, pas la peine de durer plus longtemps. Est-ce que la pandémie vous a fait réfléchir à cette question justement des variants? Est-ce que, selon vous, la pandémie, on peut la terminer grâce à la vaccination, ou est-ce que finalement d'autres variants vont toujours surgir? Je ne suis pas virologue, Oui. mais de ce que j'entends de mes collègues, il y aura des variants, mais quand on regarde globalement, pardonnez-moi, mais cette pandémie a peu tué. Enfin, rappelez-vous la peste de 1348. J'ai regardé le petit village de Givry, avec son curé qui notait sur le registre paroissial les morts. Au mois de juin, 2 morts. En juillet, 15. En août, 60. En septembre, 250. La moitié du village de 1200 habitants est morte. La moitié en 3 mois. Ça n'a rien à voir, si vous voulez. Nous avons une pandémie qui a bouleversé l'économie mondiale beaucoup plus que je dirais, que la mortalité qui, en gros, est relativement faible. Bon. Cela dit, ça crée tous ces problèmes. Donc je suis de ceux qui pensent que nous avons à lutter, mais fallait-il tout fermer? Et je trouve que le président de la République, par exemple, a eu raison. Il y a quelques semaines, il a pris une décision extrêmement courageuse, là, contre l'establishment de ma spécialité, la médecine. Hein. Parce que tous les médecins de santé publique, les épidémiologistes, tous ceux qui travaillent des statistiques, lui ont dit « Oh là là !» Les réanimateurs qui voyaient leur réa pleine, « Ah là là, ne déconfinez pas !» Il a écouté d'autres, des gens de la société civile, je dirais, qui lui disaient d'autres choses. Et la preuve est là, c'est qu'il a réussi son pari quand même. Pour l'instant, on voit la décroissance rapide et je pense qu'on est en train de gagner, tous ensemble, par les précautions que l'on prend, toujours. Et bravo, parce que c'était un choix extrêmement difficile à faire. Alors cette crise du Covid, elle a fait surgir un sujet que peu de personnes connaissaient, qui s'appelle la santé globale, One Health. Vous allez bientôt organiser une rencontre entre experts de la santé sur ce sujet. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, One Health, effectivement, c'est la santé globale, parce qu'on s'occupait de la santé humaine. On se fichait globalement de la santé animale, sauf un petit peu comme ça. Les vétérinaires font de très bons travaux, hein, mais on ne reliait pas les deux. Or, nous avons en France, je crois, 13 millions de chats, 12 millions de chiens, plus les perroquets, les crocodiles, enfin, des millions d'animaux, ne serait-ce que de compagnie, plus tous les animaux de ferme. Et donc, on a tout un travail à faire ensemble, de plus en plus, jusqu'au minéral, jusqu'à l'environnement et à la nature elle-même. Nous avons déforesté comme des malades, sans nous rendre compte que nous étions en train de bouleverser des écosystèmes. Donc, effectivement, ce qu'on appelle l'anthropocène, cette période récente où l'homme s'est mis à tout bouleverser, il va falloir faire attention parce qu'on n'est pas les plus forts. Loin de là. Et ça nous rend à notre niveau. Nous sommes intelligents, mais peut-être de mauvaise façon, je dirais. Nous ne sommes pas tant que ça. Et donc, il faut apprendre beaucoup, notamment du biomimétisme. C'est-à-dire de voir comment fonctionnent les animaux qui ont des façons exceptionnelles de se comporter et que les chercheurs travaillent beaucoup pour essayer de l'adopter à l'homme. Donc tout ça va se développer et je pense qu'on va aller vers une médecine beaucoup plus globale, tant en termes de prévention, d'analyse des différents écosystèmes et de traitement, parce que des traitements chez l'animal peuvent être utiles à l'homme et vice-versa. Mais là, l'homme se répand sur la Terre de façon exponentielle, dit-on aujourd'hui, c'est le mot à la mode, et détruit en même temps son environnement. Donc ça ne peut pas être sans fin, cette Alors, vous savez, bon, en effet, la planète bleue, c'est 71% d'océan, déjà. On vit, l'humanité, les 7,5 milliards de râleurs comme moi, on vit sur moins de 5%. Il y a des déserts énormes. Prenez la Sibérie, mais on peut y mettre des millions de gens. Vous prenez le Sahara, il suffit de lui mettre de l'eau et de l'électricité, et puis c'est reparti. Donc on a tout ce qu'il faut pour caser des gens. L'augmentation de la population va se freiner, puisqu'au fur et à mesure que le pays se développe, les femmes font moins d'enfants. Ouais. Donc on voit très bien dans les pays africains les plus développés, on en est à 2,1 enfants, quand nous on est à 1,8, on n'est pas loin de retrouver l'équilibre. Sauf dans les pays où vous avez des pays qui sont les plus pauvres, on est comme encore le à Tchad, 6 enfants, comme le Niger ou le Tchad, encore à 5 ou 6 enfants. Mais bon, ça va se tasser au fur et à mesure. Donc tout l'intérêt est d'aider ces pays-là à se développer. C'est presque égoïste, je dirais. Il faut qu'ils se développent pour participer à l'action commune d'une gestion de l'humanité sans explosion d'enfants dont on ne sait plus quoi faire.
Cher Guy, vous êtes un véritable humaniste. Est-ce que vous pouvez nous confier, nous faire une petite confidence sur qu'est-ce qui vous a frappé que vous n'aviez pas vu dans votre carrière au cours de cette pandémie sur la manière dont se sont comportés les professionnels de santé et le corps médical dans son ensemble? Ce qui a été admirable, et je le dis, du corps médical, du corps infirmier, des aides-soignants, mais même de certains directeurs d'agences, d'hôpitaux et autres, enfin, toutes celles et ceux qui étaient au contact des malades, plus tous les personnels dont on a parlé, cette France profonde de première ligne, des caissières, des livreurs et autres qui ont continué à faire le boulot pour alimenter le pays. Quand même, on a continué à pouvoir bouffer. C'était pas simple, hein, et à pouvoir se servir d'un certain nombre de biens. Et ça, je dis bravo, parce qu'il a fallu rompre, casser toutes les barrières administratives, les arrêtés, les circulaires, les décrets et autres qui nous encombraient pour ensemble, tous ensemble, comme ça, se mettre à réagir et à agir en communauté face à un défi qu'il fallait vaincre. Et je trouve ça admirable. Je ne souhaite pas que ça recommence tous les jours, parce que ça voudrait dire qu'on aurait des pandémies régulières. Mais bravo, bravo, c'est ça l'humanité. La vraie humanité est là. C'est cette capacité collégiale d'agir sans qu'il y ait forcément, je dirais, de chef. On a rompu les hiérarchies, mais complètement, à un point incroyable. Et je dis bravo, parce que ça n'a pas été le bordel, en termes clairs, hein, pas du tout. On a su répondre à l'urgence en faisant des choses inimaginables, en utilisant tout ce qu'on pouvait autrement. On a vu donc des hommes qui se sont mis à coudre des draps, des femmes qui se sont mis à prendre des scies, des chirurgiens qui se sont mis à apprendre comment retourner un malade auprès des aides-soignantes, parce que c'est une technique qui ne s'invente pas, de retourner un malade intubé, ventilé. Donc voilà, on a quitté nos métiers. J'appelle ça la covidialité. La covidialité, on a connu, c'est-à-dire l'efficacité liée à la générosité. Vous voyez, c'est un beau mot, et il faudrait le garder. Nous sommes des covidios. Merci beaucoup pour ce néologisme, professeur. Merci aussi pour les éclairages originaux que vous avez apportés aux grandes questions de la santé. Et donc, merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis, et merci à Agnès Renard. Merci, à bientôt. Merci à vous.